Rocklen, le 30 mai 1914. Ma sœur, ma chère sœur, Madame de Villedieu m'a remis ta lettre tout à l'heure, juste avant le dîner. Et déjà, je l'ai lue 10 fois, 20 fois peut-être. Dieu sait comme je les attends, tes lettres. Tu me manques tant. Te lire, c'est te retrouver un peu. Et chacun de tes mots me fait l'effet d'une douce caresse sur la joue. Et en te lisant, je me surprends à sourire d'aise, tout comme lorsque je tends mon visage vers le soleil en fermant les yeux. 4 mois que tu es parti. Tu as manqué le printemps, comme tu manqueras l'arrivée de l'été. Te souviens-tu comme notre campagne est belle au printemps? Te souviens-tu des jonquilles et des muscaries annonciateurs de la fin de l'hiver? Et des ancolies, toujours si gracieuses sur les talus? Et des coquelicots qui rougissent la plaine? J'ai fait quelques bouquets de fleurs séchées pour égayer un peu ma chambre, pour chasser cette vilaine mélancolie qui m'envahit parfois depuis ton départ. Sais-tu qu'un couple d'hirondelles est venu nicher dans la charpente du toit, juste au-dessus de ma chambre? Chaque matin, leurs gazouillis se mêlent au chant des petites mésanges qui volettent dans les arbres du parc. As-tu pareil réveil matin à Paris? Tu m'y parles des pigeons en abondance? N'y vois-tu rien d'autre? N'y a-t-il que des aéroplanes dans le ciel de Paris? J'ai enfin terminé de lire Candide. Je t'avoue que ce monsieur Voltaire est à mon goût. Bien plus que ce Rousseau dont les confessions m'ont fait bâiller maintes fois et dont certains passages m'ont paru si obscurs. Ma Mathilde, ma sœur chérie, j'ai bien peur de ne pas avoir une tête aussi bien faite que la tienne. Je fais ce que je peux, mais je n'aurai jamais ton esprit. Et même si je lisais tous les livres du monde, ça ne changerait rien. Notre mère, toute femme de chambre qu'elle était, ne s'y trompait pas lorsqu'elle disait « Dieu m'a donné 2 filles. La première a la tête dans les livres, la seconde dans les nuages. Et si Dieu le veut, la première sera institutrice, la seconde peut-être lavandière. » Tout ça pour dire qu'il ne faudrait pas que tu fondes trop d'espoir sur moi. Je crois que l'amour que tu me portes te fait me voir meilleure que je ne suis. Ne suis-je pas bien chanceuse, toute fille de servante que je suis, et de surcroît orpheline d'avoir pu passer mon brevet? Ne suis-je pas bien chanceuse d'avoir une sœur telle que toi qui, au prix d'efforts et de sacrifices, a fait de moi ce que je suis? Je sais bien que tu veux bientôt m'arracher à ma condition de servante, que tu as pour moi d'autres projets, mais saurais-je être à la hauteur de ces ambitions que tu fondes pour moi? Et que diront les Villedieu quand tu viendras me chercher? Me laisseront-ils seulement partir? Ton départ pour Paris les a chagrinés, tu le sais. Après ce qu'ils ont fait pour toi, je crois qu'ils te trouvent un peu ingrate d'avoir quitté ainsi ton poste d'institutrice. Ils étaient si fiers. Tu as toujours été de loin leur préférée. Un peu la fille qu'ils n'ont pas eue. Tandis que moi, pour eux, je ne suis qu'une petite soubrette. Et s'ils savaient que tu entrevois que je marche dans tes pas et entre à mon tour à l'école normale, ils s'étoufferaient de rire. En attendant, je ne sais pas ce que tu écris dans tes lettres à Madame de Villedieu, mais je l'ai entendu parler de toi avec monsieur l'autre jour, et elle semblait tracassée. Elle a même dit « Nous n'aurions jamais dû la laisser partir ». Ce à quoi monsieur a répondu « Mais comment diable aurions-nous pu en empêcher? Elle est majeure et responsable. » Madame a répété « Responsable, responsable » en serrant les dents, puis elle s'est mise à parler des féministes, de Jaurès et des socialistes. C'est sûr, elle n'aime ni les unes ni les autres. Monsieur a agité son journal et a dit d'un ton sec « Par pitié, Marie-Louise, taisez-vous, vous ne connaissez rien à la politique. » A-t-il raison, tu crois? Et si c'est vrai, pourquoi ne prend-il pas le temps de lui expliquer un peu? Madame de Villedieu n'est pas plus bête qu'une autre, il me semble. Je ne peux pas en dire autant d'Henriette et Anaïs. Elles ne comprennent rien à rien. Pourtant, Dieu sait comme elles sont curieuses. Elles veulent tout savoir sur tout. Par exemple, elles veulent savoir ce que tu fais à Paris. Et pourquoi tu as quitté Rocklen, un village où on est si bien? Et comment se fait-il qu'une jeune fille de 23 ans préfère courir les routes plutôt que de prendre un époux? Comme elles m'agaçaient avec toutes leurs questions, j'ai répondu que tu avais rejoint la Ligue française pour le droit des femmes. Anaïs a fait « Ah !» en prenant un air très inspiré, et Henriette a haussé les épaules. Évidemment, elle n'avait pas la moindre idée de ce que ceci pouvait signifier. Alors pour m'amuser, j'ai continué un petit peu. J'ai dit que tu militais pour le droit de vote des femmes, qu'avec d'autres vous aviez organisé un référendum qui avait été un vrai succès, que tu étais une féministe convaincue, que tu voulais t'engager aux côtés de Jaurès. T'aurais dû voir leur mine. J'ai bien cru que leur mâchoire allait se décrocher. J'ai dû me pincer pour pas m'étouffer de rire. Anaïs s'est laissée tomber sur une chaise, nous étions en bas dans la cuisine, et Henriette a lâché sa cuillère en bois. J'ai fait comme si de rien n'était, et je suis remontée en criant « Vive la Révolution !»
Je sais pas ce qu'elles ont bien pu se dire après mon départ. Mais j'aurais donné tout ce que j'ai pour être une petite souris et les épier en toute discrétion. À vrai dire, il n'y a qu'avec le père Georges que je peux discuter de choses un peu sérieuses. Il aime Jaurès autant qu'il aime nous. Et maintenant, il me permet même de lire l'Humanité par-dessus son épaule, comme tu le faisais autrefois. Cependant, les féministes ne lui disent rien de bon qui vaille. Ce sont ses mots. Rien de bon qui vaille. Il dit que ce sont des enragés et des farfelus. Ce sont ses mots à lui. J'ai vu rouge lorsqu'il a dit ça, mais j'en ai rien laissé paraître. Si je me fâche avec lui, j'aurais trop peur qu'il me laisse plus lire le journal. Que tu es drôle, ma sœur, lorsque tu décris les toilettes de printemps des Parisiennes. Et ta visite dans ce grand magasin que tu appelles la Samaritaine. Quel drôle de nom, vraiment, pour un magasin. Quel rapport peut-il y avoir entre Jésus, la Bible et un grand magasin? Tu diras ce que tu voudras, mais les Parisiens ont de bien curieuses trouvailles. Oh, mais il me pique, Sorette. Et ma lampe ne tiendra plus très longtemps encore. Mais avant de te quitter, je dois te dire un petit secret. Un petit secret qui n'en est pas vraiment un, et qu'il me plaît de nommer ainsi. Alors voilà. Sans doute parce qu'elle me sait un peu seule depuis ton départ, Madame de Villedieu m'a donné l'autorisation d'accompagner Henriette et Anaïs à la fête de Vernon. C'est le père Georges qui nous y a conduits en carriole, et lui qui ne comptait pas rester, y a finalement retrouvé quelques connaissances avec lesquelles il a dû boire plus que de raison, puisqu'à l'heure de s'en retourner, il était saoul comme une barrique. Mais le plus important n'est pas là. Figure-toi qu'à Vernon, j'ai rencontré un garçon. Un bien gentil garçon, qui se nomme Jean. Nous avons bu du vin clairet en discutant. Il a fini son service militaire cet hiver et depuis il travaille dans la ferme de son oncle, à Sainton. Comme toi et moi, il a perdu son père et sa mère. Mais lui n'a ni frère ni sœur. Il a les yeux verts. Et lorsqu'il sourit, il a une sorte de petite fossette au menton. C'est assez charmant. Je crois bien que je rougis en t'écrivant cela. Oh, par pitié, ne te moque pas de moi. Nous avons dansé, un petit peu aussi. Un petit peu seulement, car je sentais bien qu'Henriette ne voyait pas la chose d'un très bon œil. Il m'a proposé de l'accompagner au bal du 14 juillet. C'est encore assez tôt, me diras-tu, mais ça me laisse le temps nécessaire pour en discuter avec madame et obtenir son accord. Jean viendra ici dimanche pour se présenter. Et si les Villedieu le veulent bien, nous pourrons aller nous promener dans les environs. Peut-être même goûter au bord de la rivière. Je te raconterai. Écris-moi vite. Je te serre fort, fort contre mon cœur, ma sœur chérie. Zélie, ta sœur qui t'aime. On m'appelle l'hirondelle du faubourg. Je ne suis qu'une pauvre fille d'amour, née un jour de la saison printanière, d'une petite ouvrière. Moi aussi j'aurais peut-être bien tourné, si mon père, au lieu de m'abandonner, avait su protéger de son aile l'hirondelle. La 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 la. On l'appelle l'hirondelle du faubourg. Ce n'est qu'une pauvre fille d'amour, née un jour la saison printanière, d'une petite ouvrière. Elle aussi, elle aurait bien tourné, si son père, au lieu de l'abandonner, avait su protéger de son aile l'hirondelle. La 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 la. Roclène, le 12 juillet 1914. Ma sœur, comme ta vie à Paris est trépidante, toutes ces choses que tu fais, tous ces gens que tu rencontres, prends-tu le temps de dormir un peu au moins? Et de bien manger? Tu m'écris que tu veux devenir journaliste. Quelle nouvelle, ma sœur! Lorsque j'ai dit au père Georges que tu allais écrire dans le cri du peuple, il n'a pas voulu me croire. Sois gentille, ma Mathilde. Découpe ton article lorsqu'il aura paru et envoie-le-moi. J'en serais si fière. Je pourrais ainsi river son clou au père Georges. Tu as bien eu raison de quitter notre pays.
Ce n'est pas ici que tu aurais pu rencontrer ces femmes exceptionnelles que sont tes nouvelles camarades. Séverine, Marguerite Durand et toutes les autres. C'est à Paris que tout se passe. C'est à Paris que les grands esprits sont en marche. C'est à Paris que les femmes de ta trempe peuvent se faire entendre. Je suis si fière d'être ta sœur. J'ai bien pensé à toi et tes camarades le 5 de ce mois-ci. Et je me réjouis d'apprendre que vous étiez si nombreuses à marcher pour défendre nos droits. 5000. C'est pas rien. Et 5000 femmes qui marchent. Quel joli défilé ça a dû être. Et quel gros pied de nez à tous ces gros bêtas d'hommes qui nous pensent incapables de droit de cité. J'aurais aimé être à tes côtés ce jour-là encore plus qu'un autre. J'aurais voulu être de ces suffragettes foulant au jardin des Tuileries, jusqu'à la statue de Condorcet pour y déposer un bouquet de primes verts. Ici, rien de nouveau. Les blés sont presque mûrs. Les moissons commenceront plus tôt cette année. J'ai bientôt fini de coudre mon corsage, il sera tout juste prêt pour le 14. Anaïs a promis de me prêter un petit sac, et je porterai les bottines que tu m'as données. Je n'irai pas à la retraite au flambeau demain soir avec Anaïs et Henriette, car je veux être bien en forme pour mardi. Jean viendra me chercher à 7h, avec la charrette de son oncle. Il veut voir les revues, car il y aura des voitures. Et Jean aime bien les voitures. S'il faut, j'aiderai à la distribution des bons de pain, car je ne veux rien manquer de cette journée qui s'annonce si belle. T'es rendu compte que, pour la première fois, je vais marcher au bras d'un garçon en plein bourg. Que j'aurai un cavalier qui me fera danser pour le bal. Qu'on me prendra peut-être même pour de jeunes fiancés. Mon cœur cogne dans ma poitrine rien qu'en y pensant. Tu dois me trouver bien chatte, n'est-ce pas? Pendant que tu dénonces les inégalités, moi je ne pense qu'à m'amuser. Et je veux te rassurer, ma sœur chérie. Jean ne me fait pas oublier mes obligations envers toi. Je continue de lire, comme tu me l'as demandé. Dernièrement, j'ai entrepris la lecture de La peau de chagrin. Dès que j'aurai fini Balzac, je retournerai à Zola. J'entrevois de lire Une page d'amour. Qu'en penses-tu, Sorette? Le titre, à vrai dire, me plaît. Figure-toi que le dimanche, lorsque Jean et moi nous nous retrouvons, nous cherchons un bel endroit où nous installer et je lui fais la lecture. Il m'écoute en fermant les yeux, avec la plus grande attention. Et dans ces moments comme il est beau à voir. Il aime les orientales d'Hugo et les bucoliques de Virgile. N'a-t-il pas bon goût? Rocklen, le 5 août 1914. Ma sœur, ma chère sœur, comme tout est arrivé si vite. Comme lorsqu'en hiver la nuit tombe sur la plaine et nous prend au dépourvu. Il a fallu qu'un homme tire sur un autre pour que le monde s'embrase. Jean est parti hier. Monsieur et madame m'ont donné l'autorisation de l'accompagner jusqu'à la gare de Blain, où il a pris le train pour la caserne de Haine. C'est son oncle qui nous y a menés en carriole et pendant tout le chemin, nos mains sont restées enlacées. La gare était bondée. Les quais étaient noirs de monde, il fallait jouer des coudes pour avancer. Le bruit, la poussière, les cris, les rires qui se mêlaient aux larmes, les chants patriotiques. Tous ces soldats, ma sœur. Combien sont-ils à prendre le train pour la première fois? Certains ont encore des visages d'enfants. Leur peau est lisse et leurs moustaches naissantes. J'ai vu des mères agiter des mouchoirs pleins de sanglots retenus et des femmes étreindre avec douleur leur homme. Et ces autres venus seuls, qui leur dira adieu?
Malgré la séparation et la guerre qui gronde, il flottait dans l'air un parfum de joie et d'enthousiasme. Les trains étaient ornés de fleurs et les portières couvertes d'inscriptions. Victoire, victoire, à bas Guillaume. Par les fenêtres, des soldats hurlaient. On va venger 70. On les aura, ces salauds de Brusco. Vive Joffre, vive Poincaré. J'ai vu dans les regards la fierté d'être soldat. Mais j'y ai vu la peur aussi. Ma sœur, je veux croire, moi aussi, comme tout le monde, que la victoire est au bout de la route, que la guerre sera courte et l'Alsace-Lorraine de nouveau à nous. Jean m'a promis qu'il serait de retour pour la Toussaint. Une promesse est une promesse, n'est-ce pas? Lorsqu'il est monté dans le train, je n'ai pu retenir mes larmes. Je m'étais pourtant juré de ne pas pleurer, mais j'ai pensé qu'au même moment, quelque part en France, on enterrait Jaurès. Et alors mon cœur s'est serré si fort que j'en ai eu le vertige. Je me suis retenue au bras de l'oncle et j'en ai rien vu. Est-ce un signe? Le ciel de ce 4 août était si lumineux et pourtant tout s'assombrit. Mais nous allons gagner, n'est-ce pas Mathilde? Car nos soldats sont beaux et forts, et ils ont la patrie chevillée au corps. Monsieur Philippe est arrivé ce matin. Il voulait embrasser monsieur et madame avant de rejoindre sa garnison. Il est parti tout de suite après le déjeuner. Et madame aussitôt est montée dans sa chambre. Je sais qu'elle a pleuré. Beaucoup. Et longtemps, car ses yeux étaient rouges lorsqu'elle est descendue pour dîner. Je déteste ce Guillaume II qui nous déclare la guerre. Je déteste cet infâme vilain qui assassine Jaurès. Et je déteste ces trains qui emportent les pères, les frères, les maris et les fils. Caserne de la Pitié. 6 août 1914. Note du carnet 1. Je t'ai écrit, hier, une petite lettre. Pour te dire que j'allais bien, que j'étais bien arrivé. Dans le train, j'ai retrouvé Henri et Albert, 2 garçons de mon âge qui étaient à l'école avec moi. On s'est raconté nos souvenirs. On s'est rappelé Monsieur Ledru, notre instituteur. Et il avait une grosse voix et une grosse moustache aussi. On l'aimait pas beaucoup, il nous faisait peur. On s'est rappelé aussi les coups sur les doigts et les claques sur la tête. Et rien que d'en reparler, on s'est rappelé comme ça faisait mal. Non, on l'aimait pas beaucoup ce gars-là. Mais l'école non plus, j'aimais pas ça. Mais bon, moi j'ai appris à lire, à écrire et à compter, et c'est important de savoir tout ça. Le lire, pour lire les lettres que tu m'enverras. L'écrire pour y répondre. Et le compter pour compter les jours qui me séparent de toi. À mesure qu'on causait des souvenirs, on a presque oublié qu'on partait pour la guerre. Et le voyage a plutôt vite passé, même si le train roulait lentement, tu peux pas savoir. Avec les camarades, tout en causant, on regardait par la fenêtre. Le paysage était beau à voir sous ce soleil d'août. Les vallées, les rivières, les arbres fiers. Ah, ça nous donnait des envies de gambader, de suivre les petits culs blancs des chevreuils qui couraient dans les plaines. Toute cette campagne, ça m'a serré le cœur. Là où je vais, je crois que mes armes me manqueront presque autant que toi. À chaque arrêt dans les gares, c'était toujours pareil à voir. Les séparations, les larmes, les cris, les chants. Chaque fois, des nouveaux gars montaient, chaque fois on s'entassait un peu plus. Et enfin, on est arrivé à Rennes. Les sous-officiers nous y attendaient pour nous donner nos affectations. C'est comme ça qu'ils disent. Affectation. Et le mot est bien choisi parce que moi, affecté, je le suis. Tout ce soleil qui brille sans nous. Ça me fait comme un point dans le ventre.
A-t-on le droit de séparer les amoureux quand le ciel est si bleu? Comme j'aimerais encore t'embrasser sous le noisetier feuillu, cueillir pour toi des brassées de marguerite, t'enlacer sous le ciel étoilé. Dis-moi que nous aurons d'autres étés, d'autres baisers, d'autres caresses, que tu m'aimeras encore. On m'a affecté à la 9e compagnie du 13e régiment, comme mes camarades, Henri et Albert. Ça, c'est une chance. À la caserne, j'ai retrouvé Pierre, un cousin éloigné, et Honoré, qu'on appelle Nono, une connaissance du service militaire. Désormais, nous sommes la bande des 5. Et en ces temps, les camarades, ça a du bon. Pour notre premier dîner, on s'est partagé un fameux saucisson apporté par Henri et dévoré le pain pétri par sa mère. La nuit a été courte, on a beaucoup causé, et le réveil à 4 heures au clairon a été rudement dur. Depuis ce matin, je suis beau et propre comme un sous-neuf. On nous a donné nos habits. Un pantalon rouge, une capote bleue et un képi. Et tout le barda qui va avec. Au Gigi, je dirais qu'il fait dans les 30 kilos, au moins. Et il y a de tout. Bretelles, cartouchières, ceinturon de cuir, bouteilles, marmite, pelle, pioche, bêche, serpe, et un as de carreau pour y fourrer mon linge. Ah, et tout ça, je me sens empêtré. Je ne ressens rien de la fierté qu'ont certains à partir au combat. Je crois que je vais faire un bien piètre soldat. Un peu plus tard, on a rencontré les gradés. Notre peloton est sous les ordres d'un jeune lieutenant. Un gars de haine, à ce qu'il paraît. Après le discours du capitaine, on nous a donné un fusil et une baïonnette. Et c'est au son des clairons et des tambours qu'on s'est déployé sur la route. Pour se mettre au courant des nouvelles techniques de combat, on a fait une petite manœuvre dans un champ d'avoine. J'ai une pensée pour l'oncle que j'abandonne à l'heure des récoltes. Dans ma lettre d'hier, je te demande de prendre de ses nouvelles. C'est un taiseux pas bien habile avec l'écriture. Il se fait vieux. Et j'aurais bien voulu continuer de prendre soin de lui. Avant de partir, j'ai demandé au fils du Lazare de venir l'aider un peu à la ferme. J'espère qu'il le fera. Il a 15 ans, mais c'est un costaud pour son âge. Et par chance, il n'est pas réserviste, lui. J'écris en buvant un bon jus brûlant. Et en fumant du tabac offert par Nono. Moi qui n'écris jamais, ce petit carnet acheté à la hâte est comme un nouveau camarade. Sur la première page, j'ai dessiné ton portrait. Tu riras quand tu découvriras, tu te moqueras. Et tu auras bien raison. La nature t'a faite bien plus belle que mes coups de crayon. Mais j'y ai mis tout mon cœur et tout mon amour, et ça se voit. C'est un portrait d'amour. Parce que je ne suis pas peintre, mais seulement amoureux. Au cantonnement, l'ambiance est bonne. Nono fait des blagues et on rit tous de bon cœur. Comme des camarades contents de se retrouver. Il est 6 heures. Et la nouvelle vient de tomber. Nous partons demain pour la Lorraine. Représentants de la France, élevons nos âmes vers les héros qui combattent pour elle. Ils luttent pied à pied, offrant leur vie gaiement à la française pour tout sauver.
Jamais la France ne fut plus grande. Jamais l'humanité ne monta plus haut. Soldats intrépides, Auckland, voyant à leur 13 août naturel 1914. amour, Mathilde. Voilà 3 jours que j'ai troqué mon tablier de soubrette contre celui de paysanne. Comme tout le monde, sans doute, tu as lu l'appel de Monsieur Viviani fait aux femmes françaises. C'est à nous qu'il s'adresse. Nous, femmes, filles et enfants des campagnes. Car notre campagne, ma sœur, comme toutes les autres de France, est désormais vide de ses hommes. Comme c'est étrange de ne plus croiser que des enfants ou des vieillards. Au domaine, tous les ouvriers ont été mobilisés. Il ne reste plus que le père Georges, qui, avec sa jambe folle et son âge avancé, n'ira pas sur le front de sitôt. Il a été facile de convaincre Madame de Villedieu de me laisser aller travailler au champ. L'appel de Monsieur Viviani l'a impressionné. Chaque jour, nous nous retrouvons entre femmes. Certaines viennent avec leurs enfants. Et la gaieté et l'espièglerie des petits soulagent un peu la peine, car la tâche est grande. Et nous travaillons de bon cœur et les récoltes avancent. Il faut s'adapter à des outils qui sont faits pour des mains d'hommes et s'organiser sans les bêtes qui peu à peu sont réquisitionnées pour rejoindre ceux du front. Mon pied, mes pieds, mes mains, mon dos, tout est douloureux. Mais qu'est-ce à côté de ce qu'endurent nos soldats? Petites femmes des campagnes seront bien fières et bien heureuses lorsqu'ils reviendront et trouveront les terres récoltées, les champs ensemencés et les récoltes rentrées. Je suis sans nouvelles de Jean depuis son départ. J'essaie de pas trop m'inquiéter. On me dit que les postes ont fort à faire depuis le début de la guerre et que les courriers s'entassent dans les casernes. Mais on dit aussi qu'à chaque combat, les nôtres tombent en nombre et que les Allemands se défendent mieux que prévu. Quand nous chanterons le temps des cerises, et guerre au signal, et merle moqueur seront tous en fête. Saint-Mihiel, 4 septembre 1914. Note du carnet 1. 1 mois. 1 mois que j'ai tout quitté. Toi, ma terre, mon oncle. 1 mois que je suis au combat sans rien en comprendre. On avance, on recule et les boches font pareil. Les hommes autour de moi tombent et agonisent. Je marche sur des chemins jonchés de pantalons rouges qui n'habitent plus que des cadavres. Je vois des visages noirâtres et grimaçants. Des yeux ouverts qui disent l'horreur et la douleur. Des ventres vidés de leurs entrailles, des crânes d'où s'échappent des morceaux de cervelle. Ce sont les nôtres, nos frères, nos camarades que l'on recouvre de chaux, de paille, qu'on brûle ou qu'on enterre. Il faut chasser l'odeur, mais l'odeur de la mort est tenace. Elle a imprégné ma peau de vivant, elle me suit jusque dans mes souvenirs. Il résiste encore, mais pour combien de temps? Le parfum de tes cheveux, celui du chèvrefeuille, de l'oseille, l'odeur du blé fraîchement coupé survivront-ils encore à cette puanteur? J'ai traversé des villages figés dans l'horreur, des maisons pillées, saccagées, des églises éventrées, des ponts détruits, des arbres roussiers calcinés par les incendies, des enfants et des femmes qui courent, d'autres recroquevillés qui pleurent. Henri est mort le 22 août, à la trouée de Charme. Une balle en plein cœur, alors que nous marchions à découvert sans savoir que nous arrivions sur l'ennemi. Il est tombé à quelques mètres devant moi, face contre terre. Pour sauver ma peau, j'ai dû le laisser là, mon camarade sans sépulture. Il y a 2 jours, il écrivait à sa mère pour qu'elle lui envoie des colis de saucisson. Dans mes lettres, je ne te dirai rien de ce que voient mes yeux. Rien sur les champs de bataille ni de la peur qui s'accroche à mon ventre. Je ne te parlerai pas non plus de ma promesse de revenir à la Toussaint qui s'envole un peu plus chaque jour.
Je te parlerai d'amour et d'avenir. Même si demain est peut-être mon dernier jour. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Roclem, le 20 novembre 1914. À Mathilde, j'ai bien reçu ton colis et je t'en remercie de tout mon cœur. Ta carte d'anniversaire est charmante. Les chocolats sont délicieux et il me tarde de commencer la lecture de ce nouveau roman, Le Grand Monde. J'espère au moins que tu n'as pas trop dépensé pour tout ceci. Grâce à toi, j'ai retrouvé le sourire le temps d'une journée. Je ne souris pas beaucoup ces derniers temps. Quant à rire, n'en parlons pas. À force d'avoir toujours cette mine grave, je vais finir par me figer et ressembler à un de ces bustes de marbre de ce sculpteur que tu aimes tant. Comment s'appelle-t-il déjà ? C'est triste d'avoir 18 ans en temps de guerre. Mais c'est encore plus triste de ne les avoir jamais. Au bourg, le maire a déjà dû annoncer 8 décès et on dit que Louis de Broglie, le forgeron, est porté disparu. Dans ses lettres, Jean ne dit rien de la guerre. Ou si peu. Ce n'est pas seulement à cause de la censure, je crois surtout qu'il veut m'épargner. Et mon imagination court plus vite que n'arrivent ses lettres. J'ai si peur. Mais je ne montre rien. Et tout comme lui, mes lettres ne parlent que d'amour. J'ai lu ton article sur les suffragettes anglaises. Quelles combattantes acharnées. Mais là-bas, comme ici, le combat est ailleurs. La guerre n'aura-t-elle pas aussi raison de nos ambitions féministes ? Forêt d'Apremont, secteur Bois Brûlé. 15 décembre 1914. Note du carnet 1. On bouge plus. On est terré comme des rats à l'intérieur des tranchées. Des tranchées creusées à la pelle pliante. À peine la place pour 2 hommes de se croiser. Des fossés zigzagant sur des centaines de mètres. Pour dormir, on fait comme on peut. Le jour, la nuit, tout finit par se confondre. Dans le froid, dans la boue. J'en viens à souhaiter qu'il gèle. Quelques bons degrés sous zéro. Un froid dur et pinçant. Qui tasserait enfin toute cette bouillie infâme. Au lieu de ça, il pleut comme vache qui pisse la moitié du temps. Mais manger, c'est comme pour le dormir. On fait comme on peut. Les réserves sont vite épuisées. Les cuisines sont à l'arrière. Et quand le ratin arrive, c'est froid. Sans compter la terre et les cailloux qui tombent au fond de nos marmites et qui crient sous nos dents. Heureusement, il y a les copains. Depuis la mort d'Henri, reste Nono, Pierre, Albert et moi. On est la bande des 4. Jamais loin les uns des autres. Nono s'est pris une balle dans le bras. Rien de bien méchant. Il nous a écrit de l'hôpital qu'il reviendra bientôt. Que ses frangins, comme il nous appelle, on lui manque. Et qu'il enrage de ne pas pouvoir être avec nous pour faire la fête aux boches. Albert est le moins solide d'entre nous. Je le surveille de près. C'est un érudit, ce gars-là. Un gars qui a fait des études comme toi, Mazélie. Ses mains sont fines et blanches comme celles des filles. Et pour sûr, il est plus habile pour tenir une plume qu'un fusil. Dans l'aluminium d'une fusée d'obus,
Je t'ai taillé un bracelet, une bague avec mon couteau. La matière première est boche. Mais l'artisan est un bon gars qui t'aime de tout son cœur. J'attends la relève pour finir de les ciseler. Et pour y graver ton prénom. J'espère qu'ils t'arriveront à temps pour la Noël. Demain, on sera tout près des Alboches. Roclène, 23 janvier 1915. Mathilde, la journée d'hier a mis sur mon cœur un baume de joie et d'allégresse. Une lettre de toi et deux de Jean, le même jour. Et si le ciel était gris, mon âme ne l'était plus. Vos mots à tous deux sont le remède à la mélancolie. Figure-toi que la maison a connu aujourd'hui une effervescence toute nouvelle. Madame de Villedieu a invité toutes ses bonnes amies à venir prendre le thé. Tu vas sûrement croire qu'il s'agissait pour ces bonnes dames de se retrouver pour une causerie légère et amicale autour de quelques bons gâteaux confectionnés par Henriette. Eh bien non. Cette réunion avait un caractère tout à fait spécial. Je conte l'histoire comme elle m'est venue. Madame de Villedieu a appris que l'on venait de fonder une œuvre de bienfaisance à l'attention de nos soldats. En bonne dame patronnesse qu'elle est, elle s'est emparée de la nouvelle et l'a répandue largement. L'œuvre dont il est question se nomme La famille du soldat et se destine aux soldats sans famille auxquels elle promet de trouver une marraine. Les marraines devront correspondre avec leurs filleuls et subvenir à quelques-uns de leurs besoins par l'envoi de colis. Ces bonnes dames de la haute, toujours en quête d'œuvres charitables, ont donc tout de suite saisi l'occasion, trouvant ainsi le moyen de participer à l'effort de guerre. Elles ont donc toutes promis de se trouver un filleul, et la perspective de correspondre avec un jeune homme en a mis quelques-unes en joie, tu peux me croire. Je ne devrais pas me moquer car l'initiative est honorable, généreuse même. Mais je doute que certaines de ces femmes privilégiées, loin de nos préoccupations et dont les maris et les fils doivent sans doute faire la guerre depuis l'arrière, trouvent les mots pour consoler ces soldats en proie à la détresse et qui chaque jour côtoient l'enfant. Sous les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, toutes sortes de gueux se faufilent en cachette et sont retrouvés une cachette, hôtel du courant d'air, où l'on ne paie pas cher. Parfum et l'eau, c'est pour rien mon mari, sous les ponts de Paris. Février 1915. Note du carnet de. Nuit du 5. Installation du réseau de barbelés sur les tranchées de première ligne. Nuit du 9. Après 2 jours de pluie battante, les boyaux sont inondés. Plus de communication possible avec la tranchée de couverture. Un caporal s'est enlisé jusqu'à la taille. 5 hommes avec des cordes pour le sortir de ce bourbier. Faut dégager les abris et sauver les pièces. On écope jusqu'au lever du jour. Journée du 13. Les Boches tirent sans répit. Bombes, obus, mitrailleuses. Des heures sans pouvoir bouger. Après la pluie, le froid, on gèle. Les pieds surtout. Sous l'effet de la froidure, ils gonflent. Il faudrait délasser nos godillots pour se soulager. Albert tremble. Je ne sais pas si c'est la fièvre, le froid ou la peur. Nuit du 15, avec Nono, Pierre et d'autres, on part en patrouille sur le No Man's Land. On doit se glisser jusqu'aux lignes barbelées ennemies. Ordre nous est donné d'y repérer les brèches. On est si près des Boches qu'on les entend causer. Journée du 20. 3 jours, 3 nuits sous le feu et le fer. Beaucoup de pertes. Les vivants sont presque morts de froid, d'abattement.
Plus rien à manger. Juste à boire. Leur foutu gnôle. Nuit du 22, je me porte volontaire pour la corvée des morts à la place d'Albert. Le bonhomme ne tient plus debout. À 3h de la nuit, les cuistots débarquent. Ils ont presque plus rien pour nous. Juste quelques boîtes de sardines ou de singes à se partager. Ils ont perdu tout le reste en chemin à force de dégringoler. Nuit du 24, journée calme. Nono a encore des seiches dans son bardin. On fume en regardant les étoiles. Albert roupille sur mon épaule. Journée du 27, le bruit court qu'on nous prépare un nouvel uniforme, moins voyant que celui-là. Ma sœur, c'est un bien sombre printemps que ce printemps 1915. La mort, à force de rôder, a frappé notre maison. Gendre d'Henriette a été tué la semaine dernière dans la Meuse. Il laisse derrière lui 3 petits en bas âge. Henriette a pris un congé pour rester auprès de sa fille. La pauvrette à ton âge est déjà veuve. Puis lundi, monsieur et madame ont appris que l'on avait retrouvé le corps de monsieur Philippe qui était porté disparu depuis quelques jours dans l'Aisne. Mauvaise que je suis. Je pensais que son rang et son grade le protégeraient des balles de l'ennemi, qu'un de Villedieu regardait la guerre de loin, bien au chaud, parce que sa vie valait plus que celle d'un paysan soldat de seconde classe. Lorsqu'elle a appris la nouvelle, madame s'est sentie mal. Depuis, elle est alitée et le docteur est déjà passé 2 fois. J'ai pris une décision, Mathilde. Et je dois en faire part. Lorsqu'Henriette sera de retour et que madame ira mieux, je partirai. Ma place n'est plus ici à plier des draps et à sticker l'argenterie. Pendant que Jean se bat si bravement sur le front, que tu dénonces les inégalités, que tu combats les injustices, moi je compte les morts et me lamente sur mon sort. C'en est fini de tant de mollesse et de soumission. Je veux être utile à mon tour, je veux être de celles qui combattent. Et je veux croire que j'en ai la force et le courage. Je vais rejoindre les usines d'artillerie du Creusot. Là-bas, on a besoin de main-d'œuvre et on embauche les femmes en masse. Je te le demande, ma sœur. Ne t'oppose pas à ma décision. Je te ferai savoir bientôt où m'écrire. « 23 juillet 1915, forêt d'Apremont. Note du carnet 2. Ce n'est rien que de la puanteur. La mort a plein d'odeurs qui se mêlent à celle de la vie. La merde, la pisse, les dégueulis. C'est Roland Miaule, la crasse humaine. Mais qu'est-ce qu'il nous reste d'humain? Je nous regarde, je ne vois que des ombres d'hommes, des fantômes, des gueux aux allures de bêtes. Sous la crasse, la peau est rouge des morsures des poux et des frictions de nos ongles pour se soulager. Elle se glisse partout, dans les coutures de nos faldas, dans les grolles, dans les chaussettes aussi. Ça grouille partout. Comme les rats. Des dizaines et des dizaines de rats qui courent partout. Dans la tranchée. Des Gaspards gros comme des chats de 6 mois. La nuit, dans les cagnards, on les sent qui montent sur nous. Il faut bien se camoufler si on veut pas se faire croquer un bout de pif ou un bout d'oreille. Affamés comme ils sont, ils bouffent tout ce qui traîne. On peut rien laisser à portée. Au cantonnement, ils ont pris des chiens ratiers pour les débusquer. Mais ici, petit, c'est nous qu'on les chasse. 5 centimes pour chaque rat zigouillard qu'on nous a promis. Alors la chasse aux rats, c'est devenu le sport des tranchées. Et puis il y a les mouches.
Des grosses mouches verdales qui arrivent par grappes bourdonnantes. On les voit qui font la ronde au-dessus des cadavres qu'on n'a pas pu enterrer. Ils sont à la fête, ces salopes. Et quand c'est pas les Maccabées qu'elles reniflent, c'est notre Boostify qu'elles reluquent. Il faut être sacrément rapide si on veut enfourner sa bouchée sans l'assaisonner au jus de mouche. Par ces temps de chaleur, c'est la soif qui tiraille. 2 jours sans aucune goutte d'eau. Les derniers corvées de flotte ont été salement zigouillés. Les Fritz avaient piégé le con à l'explosif. Alors on attend le ravitaillement par l'arrière, et les zigs contre soif, ils boivent leur pisse. Le cousin Pierre, lui, il s'étanche à l'agneau. Et pour finir, il est bourré du matin jusqu'au soir. Des fois, j'envie le Henri, qui est mort bien vite et qui voit rien de tout ça. Des fois, quand le cafard est plus grand que le reste. Alors je relis tes lettres, Mazélie. Et je retrouve le courage et la respiration pour continuer. On aura bien une permission, un de ces 4. On en parle avec les autres. Quasi 1 an qu'on est là à faire les connos avec nos baïonnettes pour une guerre qui n'a pas de sens. Quand je reviendrai au pays, j'ai peur que tu le reconnaisses pas, ton genre, Mazélie. Et si des fois, je reviendrai pas, m'oublie pas. M'oublie pas. Garde dans ton cœur toujours un petit bout pour moi. Pour le genre d'avant tout ça. Pour celui qui t'a aimé une nuit de juillet dans la chaleur de la paille. Pour celui qui aurait bien voulu faire de toi la femme la plus heureuse de toutes. Parce que pour moi, la mort n'y changera rien. Je t'aimerai toujours. Le Creusot. 3 septembre 1915. Mathilde, je m'en veux de t'avoir causé du souci. Mais je vais mieux maintenant. Bien mieux. Je me suis habituée au travail à l'usine et à ces cadences infernales. J'ai trouvé le rythme. 2500 obus de 7 kilos chacun à manipuler par jour. C'est pas rien. Ça fait quelques milliers de kilos à la fin de la journée. Il nous faut produire toujours plus. Tu le sais sans doute. Les lois sociales et le droit des ouvriers ont été suspendus. Si bien que nos journées s'allongent démesurément. 14 heures par jour, debout dans le bruit et la fumée, sans même le droit de s'asseoir 1 minute. Nous travaillons aussi le dimanche et la nuit s'il le faut. Et ta petite sœur est parfois bien fatiguée, tu peux me croire. Mais je pense à Jean, à ce qu'il endure. À lui et tous les autres, et ma fatigue n'est plus alors qu'un caprice de jeune fille douillette. Et puis je ne suis pas la plus mal lotie. Certaines de mes camarades de chaîne sont déjà veuves. Beaucoup ont des enfants, souvent en bas âge, qu'il leur faut confier à des parents et nourrir avec un salaire misérable. Sais-tu qu'une ouvrière gagne 3 fois moins qu'un ouvrier au seul prétexte qu'elle est une femme? C'est Berthe, ma voisine de chaîne, qui me l'a dit. Mathilde, promets-moi de continuer à dénoncer ces inégalités. Continue de te battre pour notre cause, même si la guerre freine notre lutte. Tiens bon. J'ai quitté ma chambre de la rue Saint-Henri. La logeuse était une femme méchante et le loyer trop élevé. J'habite maintenant rue de la Sablière. J'y partage une chambre avec Jeanne, une camarade qui travaille à la fabrication des casques. Nous nous entendons bien. Elle n'a ni parents ni fiancés au fond. C'est une chance. Elle rit souvent et a grand cœur. Figure-toi qu'il lui arrive de glisser un petit mot de réconfort dans la doublure du casque qu'elle vient de fabriquer.
Quelle belle surprise pour le soldat qui en héritera. « 15 décembre 1915, forêt d'Apremont, note du carnet 2. 3 jours de pluie, un vrai déluge, et la flotte qui chale des paquets de boue. Chez les frites, c'est le même ramdam. Pour pas crever noyé, on se hisse les uns les autres après, au-dessus du parapet pour décarrer les tranchées. Les boches font pareil. Il y en a un qui gueule avec un fort accent. Pas tirer, pas tirer. On reste sur le qui-vive des fois que ce serait un guet-apens. Albert me souffle à l'oreille, regarde là-bas. J'en crois pas mes yeux. Des boches sur le no man's land qui s'avancent vers nous en agitant les mains. Puis 2, puis 3, puis 5. Nono me fait un signe et on y va. Albert m'attrape le froc pour pas que j'y aille, mais trop tard, on est déjà parti. Le cousin Pierre, lui, qui fin bourré nous suit sans comprendre. Et puis d'autres. Au milieu du no man's land. Entre les tranchées boches et les nôtres. On se toise. Et puis d'un coup, les mains se serrent. On se tape sur l'épaule. On se fait des gestes, des signes pour se faire comprendre qu'on est tous dans la même mouise, les Français comme les Allemands, qu'on n'a rien voulu de tout ça, que d'un côté comme de l'autre, on n'est rien que de la chair à canon. Et puis comme on fraternise, on s'échange du tabac. Il y a un flic qui me donne un cigare gros comme un pouce. Et puis d'autres débarquent avec du pinard et de l'agneau et on trinque. D'un coup, on sait pas. Et la pluie se tire ailleurs. Albert reste derrière moi. Il est pas rassuré. Il a jamais vu des boches d'aussi près. Et puis d'un coup, ça mitraille. Ça vient de chez nous. On se couche, ça mitraille plus sec encore. C'est nos artilleurs qui canardent les salopios. Je tends un grand coup dans le dos. J'ai été touché. Non. Non, je t'attaque là maintenant. C'est un gars qui m'est tombé dessus. Tiens, mon petit. Je nous traîne lui et moi jusqu'à la tranchée. Nous m'emmène à la soirée dans un gourbi. Mais trop tard. Le petit est déjà crevé. Une balle en plein canon. Nono me serre le bras. Je voudrais gueuler. Albert est mort. Février 1916. Je viens de lire ton article sur Rosa Luxembourg. Quelle femme. Quelle militante. Et ces infâmes boches qui la jettent en prison. Cessera-t-on un jour de condamner au silence ceux qui œuvrent à l'édification d'un monde plus juste? Si tu savais comme ici les injustices sont grandes aussi. Nous sacrifions notre jeunesse pour soutenir l'effort de guerre et en retour on nous traite comme des rognures. Joffre n'a-t-il pas déclaré si les femmes qui travaillent dans les usines s'arrêtaient 20 minutes, les Alliés perdraient la guerre? N'est-ce pas la preuve de notre utilité à nous, les munitionnettes? Berthe, ma voisine de chaîne, travaille à l'usine depuis 1 an déjà. Lorsque je suis arrivée, elle avait encore une belle santé. Mais au fil des semaines, j'ai vu cette jolie fleur, à peine plus âgée que moi, perdre toutes ses couleurs. Son teint s'est jauni et toute la journée, elle est prise de quinte de toux effrayante. L'autre jour, comme je la voyais chancelante et sur le point de s'évanouir, je l'ai faite s'asseoir sur une caisse. Je m'apprêtais à lui donner un peu d'eau de ma gourde lorsque j'ai vu le chancelier s'avancer vers nous en hurlant. J'ai tenté de défendre le cas de Berthe, mais comme il ne voulait rien savoir et comme j'insistais, il nous a renvoyés toutes les deux sur le champ. Si j'avais eu la force d'un homme, je crois bien que j'aurais collé mon poing sur la figure. Et au lieu de ça, je me suis contentée de cracher par terre de rage et je suis partie, entraînant Berthe comme je pouvais, qui tenait à peine sur ses jambes. Je l'ai emmenée à l'hôpital, à la consultation des femmes. Ils l'ont gardée. À en juger la tête du médecin qui l'a auscultée, elle n'en ressortira pas de sitôt. Pauvre Berthe. J'irai la voir dès que je pourrai. Car je n'ai pas été sans travail très longtemps. Le lendemain de cette affaire, j'embauchais à l'usine d'à côté, à la fabrication des cartouches. Mathilde, je veux que tu dénonces nos conditions de travail. Il faut que tu écrives un article bien senti sur le sort qui nous est réservé à nous, pauvres filles d'une patrie dévoyée. Il faut que l'on sache que notre beau pays mutile en toute impunité ses femmes et ses enfants.
Trouve les mots pour nous rendre justice, Mathilde. Je compte sur toi. Mars 1916. Note du carnet 3. On est arrivé le 17 au cantonnement, dans la nuit. Après 5 heures de marche sous la flotte. Et il nous a fallu 30 bonnes minutes pour trouver le coin qu'on nous avait assigné. Une grange, avec un toit presque étanche. Une chance. Je me suis jeté d'un coup dans la paille, avec le barda sur le dos et les fringues dégoulinantes. J'ai replié 6 heures d'une traite, presque sans cauchemar. J'aurais jamais cru ça possible. Une journée à cela couler douce. Avec le Nono et le Pierre, on a pris la tangente. On s'est éloigné dans la campagne et on s'est trouvé un petit bout de rivière pour se baquer et faire notre petite lessive. J'avais oublié comme ça pouvait être bon de se laver. On était bien peinards comme ça tous les trois, dans notre baignoire à ciel ouvert. Pendant que les autres, eux, ils faisaient la queue aux appareils aux douches. On barbotait, en s'éclaboussant comme des gosses. On était presque heureux. Mais ça n'a pas duré. Une journée à rien foutre, c'est déjà trop pour les traînes pattes de l'arrière. Des fois qu'on prendrait goût à la paresse. Dès le 18, on était corvée d'exercices et de défilés. Je t'en foutrais, moi, des défilés. Les défilés, c'est bon pour les victoires. Et la victoire, comme dit le Nono, c'est pas pour demain la veille. Quand je les vois, ces embusqués de l'état-major, j'ai des envies d'étranglement. Avec leurs bottes qui brillent et leur air de haut. J'aimerais bien, moi, les y voir, rien qu'une heure dans une tranchée de première ligne. La grange qui nous sert de dortoir appartient à deux vieux. Le mari et la femme. Le soir, quand les autres jouent à la mamie ou font la popote, je fais un brin de causette avec le vioc. Avant la guerre, il avait des beaux champs. Et pas moins de 20 bêtes. Maintenant, il n'a plus que ses yeux pour pleurer. Pas plus tard qu'aujourd'hui, il nous a montré ce qu'on écrit sur nous dans le Petit Parisien. C'est rien que des bobards dans ce torchon. On écrit que c'est nous les vainqueurs. Que les Boches sont des tarés qui tombent comme des bouches sous l'effet de nos balles. Pendant que nous, on évite les leurs. J'y ai même lu qu'on montait au front en sifflotant. La fleur au fusil. Que certains d'entre nous regrettaient déjà le temps où la guerre serait finie. Si je tenais les scribouillards qui bavent toutes ces conneries, je leur ferais passer des sales quarts d'heure. Au fond du cantonnement, ça grouille de filles. Un vrai lupanard pour les gars en mal d'amour. Ça se bouscule au portillon. Le cousin Pierre est jamais le dernier à ce qu'on dit. Comme pour l'agnole. Demain, dernier jour dans la zone. On va repartir comme on est venu. Sans promesse de permission à l'horizon. Le Creusot, 30 avril 1916. Aujourd'hui, je fais ma dernière journée à l'usine. J'ai empoché ma paie et informé le contremaître qu'on ne me verrait plus de sitôt. Il a ri, l'imbécile. Espèce de planqué, j'ai pensé. Sur le front, tu rirais moins. Dehors, j'ai embrassé toutes mes camarades de chaîne et promis de leur écrire bien vite.
Puis j'ai couru jusqu'ici en emportant leur sourire. Ils seront mes seuls bons souvenirs d'ici. Je pars demain pour Reims. Je dois y rencontrer une certaine Marie Cheval. C'est elle qui m'introduira auprès de la Croix-Rouge. Oh Mathilde, comme j'ai hâte. Tous ces mois pour comprendre que je m'étais égarée, que ma place n'était pas ici à fabriquer des engins de guerre, des engins de mort. Je sais bien que le travail à l'usine asphyxie la pensée et ruine toute réflexion, mais tout de même, où étaient donc passées mes convictions pacifistes pendant que je fabriquais obus et munitions à la chaîne? Tu m'as aidé à ouvrir les yeux et je t'en remercie tant et tant, ma sœur chérie. Dans 2 jours, je serai sur la zone de front, au plus près des oubliés et des sacrifiés, à quelques dizaines de kilomètres de gens. Avant de partir, j'irai voir Berthe. Elle est toujours à l'hôpital et son état continue de se dégrader. Ce sera un au revoir au goût d'adieu car j'ai bien peur de ne jamais la revoir. Je n'ai pas réussi à convaincre Jeanne. Tu sais, la camarade avec qui je loge ici, de m'accompagner. Elle dit que finalement, elle aime bien sa vie ici et qu'elle ne fera jamais une bonne infirmière car elle a trop peur de la vue du sang. Je ne sais pas bien ce que je vais trouver là-bas. Mais la hâte d'être enfant utile efface les inquiétudes. Je t'enverrai ma nouvelle adresse dès que je serai installée. Prends soin de toi, Mathilde chérie. Verdun, 3 juillet 1916. Joyeux anniversaire, mon petit gars. Et à la tienne. 25 ans, ça se fait pas vrai. 25 piges, 25 balais. C'est pas de la gnognotte. T'es un grand homme. T'as juré à cuire. Farci d'un sacré vénard. Tout le monde peut pas se vanter d'avoir 25 ans dans un trou d'obus à Verdun, sur la côte 304 versant sud, avec un feu d'artifice comme t'en as jamais vu. Avec la grosse artillerie qui est sortie. Ça pète de partout, même du ciel. Une sacrée fête, mon gars. Dommage que t'aies que ta prise pour trinquer. Ça pétille moins qu'un bon mousseux. Hé, Étienne, t'aurais pas une souris, Sharon? Hé, Étienne, t'as peur des moches que tu fais le mort? Hé, Étienne, t'es mort? Y'a pas 1 heure que je t'entendais causer encore. T'appelais ta mère? Maman, maman. Étienne! C'est pas mardi. Pour se sentir, Étienne, tu pouvais pas tenir un coup! Et à qui que je vais causer, moi, maintenant? Tous mes potos, ils sont crevés! Le Henri! Albert! Pierre! Qui a fini en cheville! Que j'ai même pas pu le sauver! Mon cousin de famille! Et le nono, bordel! Le nono qui s'est fait sauter la panse en glissant dans de la boue avec des grenades plein les poches! Vous m'avez tous lâché! Je suis plus que la bande du un! Et pourquoi que je crève pas, moi aussi? 7 jours! 7 jours que je croupis dans ce trou! Vous en voulez pas de ma peau? Hé! Les bruscos! Un bon geste! Tirez-moi de cet enfer! Tirez-moi de cet enfer!
militaire de Verdun, 5 septembre 1916. Ma sœur, mes lettres se font rares depuis quelque temps et s'il te plaît, ne m'en veux pas si je n'arrive pas à répondre à toutes les tiennes. Les événements se sont un peu précipités depuis quelques mois. Comme tu le sais, après ma formation d'infirmière à Reims, j'ai rejoint l'hôpital auxiliaire de la Croix-Rouge à Saint-Dizier. Et lorsque j'ai appris que Jean et son régiment se trouvaient à Verdun, j'ai demandé à y partir à mon tour. J'y suis arrivée le 15 juillet et depuis les jours sont passés sans même que j'y prête attention. Ici, le temps n'existe pas et le jour et la nuit ne font qu'un. On m'a affectée au service du docteur Mangin. Nicole Mangin. Une femme. On dit même que c'est la seule femme médecin ici sur le front. Si tu la voyais à l'œuvre, elle vaut bien 10 hommes, à elle toute seule. Et pourtant, il n'est pas un jour sans qu'elle n'essuie sarcasme et colibet de la part des autres médecins. Elle fait la sourde oreille, mais moi j'enrage. Même ici, alors qu'unis nous sommes plus forts face au chaos, on nous renvoie encore et encore à notre condition de femme. Dois-je te décrire ce que je vois ? Quels sont les mots pour dire l'horreur, l'abomination et la souffrance ? Il me semble que tous les affres du monde se sont donné rendez-vous ici. Tous ces hommes, Mathilde, et pour certains si jeunes. Et notre impuissance face à la douleur qui hurle sans relâche. Et même si nous donnons tout ce que nous avons d'affection, d'empathie et de dévouement, c'est si peu lorsqu'il s'agit de rassurer, laver, penser un homme que l'on vient d'amputer d'un pied, d'un bras, d'une jambe. Et ces autres, dont le visage n'est plus qu'une plaie béante. Que deviendront-ils ces mutilés, ces gueules cassées quand finira la guerre ? Y aura-t-il encore une place pour ces vivants-là ? Puis il y a la mort aussi, qui s'en donne à cœur joie, qui fauche ça et là, sans ordre ni logique, comme on jouerait à un jeu de hasard. Il faut être là à temps, pour tenir la main, chuchoter quelques mots, à l'air du dernier regard, du dernier soupir. Le sourire me revient parfois lorsque, de la salle des lavabos, où l'on envoie ceux qui peuvent encore marcher, s'échappent des rires et des bribes de chansons. Je me dis alors que la vie est là, tapie dans l'ombre, en résistante acharnée, qu'une étincelle suffit à réveiller. J'apprends beaucoup aux côtés du docteur Mangin, qui selon les circonstances est tantôt médecin, tantôt chirurgien. Cette semaine, elle m'a autorisé à l'accompagner en ambulance sur la zone de front, au plus près des blessés. Eux, au moins, ils se fichent pas mal qu'elle soit une femme. Ce qu'ils voient en elle, c'est une mère, une bienfaitrice, une héroïne en uniforme anglais. Anglais, ouais. Car figure-toi que dans l'armée française, on n'a pas prévu d'uniforme pour les femmes médecins. Tu sais que je rencontre moi aussi des femmes illustres. Marie Curie. Oui. Marie Curie est venue nous rendre visite ce jeudi à l'hôpital. Elle était accompagnée de sa fille Irène. Toutes deux sont très présentes sur le front. Quel honneur ce fut pour moi de pouvoir leur serrer la main. Irène a le même âge que moi, mais quel esprit! Comme elle m'a paru brillante. Je lui prédis le même destin que sa mère. Grâce à l'ingéniosité et l'opiniâtreté de Madame Curie, nous avons désormais à notre disposition des petites Curies. C'est ainsi que l'on nomme les camions de radiologie qui sillonnent un peu partout près des zones de combat. Des camions avec tout le matériel nécessaire pour faire des radios à peu près n'importe où. Le docteur Mangin m'a expliqué comment fonctionnaient ces petites Curies, mais je dois t'avouer que je n'ai pas tout retenu. Mais l'essentiel est de savoir que grâce à ça, nous allons pouvoir sauver plus de soldats. Ce monde est bien étrange, n'est-ce pas ? Tandis que d'un côté, on fabrique des engins de mort, de l'autre, on élabore des machines pour sauver des vies. Absurde et cruelle contradiction. Je n'ai pas beaucoup de nouvelles de Jean. Ses lettres se font et plus rares et plus courtes. 2 ans, 1 mois et 1 jour qu'il est parti. 761 jours sans nous voir. Et autant à trembler pour lui. Prends soin de toi, Mathilde. Ne t'en fais pas. Ta petite sœur va bien.
Beaumont-Hamel, 13 novembre 1916. Note du carnet 3. Cher petit carnet, je n'ai plus rien à t'écrire. Tu as recueilli mes colères, mes souffrances, mes révoltes, mes espoirs aussi, à l'heure où j'espérais encore. Tu as été un bon camarade, peut-être même le meilleur. Mais tes pages sont barbouillées de sang de soldats. Et quand je te sens dans ma poche, j'ai peur de t'entendre hurler. Comme si tous les mots dont je t'avais nourri n'étaient qu'un long cri. C'est la nuit. Une nuit calme. Un calme sinistre que je ne connais que trop. Je suis en 3e classe. Le froid est tenace. Il me transperce et me fait me sentir un peu vivant. Je fume du tabac volé à un soldat de 1re classe. Mort sous mes yeux un peu plus tôt dans la journée. Je suis devenu charognard. La guerre m'a tout pris. Jusqu'à mon dernier scrupule. Blérancourt, printemps 1917. Ma Jeanne, quelle joie de te lire. Mon amie, ma chère amie, et les nouvelles que tu me donnes sont si enthousiasmantes. Je suis si fière de toi, de vous, de toutes mes camarades du Creusot et des autres. Vous avez enfin osé faire offense à la défense nationale, osé sortir dans la rue et crier haut et fort vos droits d'ouvrière, de mère, d'épouse. Te souviens-tu comme nous en parlions de cette grève lorsque j'étais des vôtres au Creusot? Mais nous en parlions seulement. Et parler n'est pas agir. Il faut continuer le mouvement, Jeannette. Trouver d'autres soutiens. Il faut crier encore plus fort. Il faut que votre grève ait le même retentissement que celle des midinettes parisiennes dont tous les journaux parlent. Je te le répète, je suis si fière de vous, mes camarades. Et si les morts ont des yeux, alors notre petite Berthe doit l'être aussi. Pour ma part, j'ai quitté Verdun et le docteur Mangin. Je me trouve maintenant dans l'Aisne, à Blérancourt. J'y ai rejoint le CARD, le comité d'aide aux régions dévastées. Ce comité est l'initiative d'Anne Morgan, une américaine, une femme exceptionnelle. Figure-toi qu'elle a décidé de mettre toute sa fortune au service des populations les plus affaiblies par la guerre. Celles qui vivent en zone de front. Vivent. C'est un bien grand mot. Survivent, conviendrait mieux. Je fais partie des quelques 300 femmes qui se sont portées volontaires pour œuvrer à ses côtés. Car la tâche est grande et nous ne sommes pas de trop. La majorité est américaine. Nous ne sommes qu'une poignée de Françaises et dans les premiers temps, les conversations n'étaient pas aisées. Mais je me suis mise à l'anglais et tout va mieux. Nous avons à notre disposition des camionnettes Ford. C'est une marque américaine. Grâce à ça, nous pouvons nous rendre jusque dans les villages les plus isolés et porter secours à la population. Tu n'as pas idée du dénuement dans lequel se trouvent tous ces gens jeunes. Ils n'ont plus rien. Les Allemands ont tout réquisitionné. Leurs maisons ont été détruites par les bombardements et leur terre n'est plus bonne qu'à enterrer les morts. Nous leur apportons des soins, de la nourriture et des vêtements, mais aussi de la chaleur et du réconfort. Et parfois, nous réussissons à réveiller quelques sourires depuis bien longtemps éteints. À Blérancourt, nous construisons un centre de baraquement. Il y a déjà 2 dispensaires, une salle de classe, et nous aurons bientôt une bibliothèque. Tout est fait pour réserver le meilleur accueil à tous ces malheureux si injustement frappés. Je t'en dirai plus dans ma prochaine lettre que j'accompagnerai d'une photo. Jean est quelque part dans la Somme. Il m'a écrit qu'il avait eu une permission après Verdun. La 2e en 3 ans. Si ça n'était pas si tragique, j'en rirais. Et pour couronner le tout, ils ne lui ont pas laissé le droit de me rejoindre. Nous étions pourtant si près.
Et tout comme l'autre fois, plutôt que de retourner au pays où je n'étais plus, il a préféré passer sa semaine de permission au cantonnement. Mon Jean. Mon pauvre Jean. À toi, je peux le dire. J'ai si peur. Peur pour sa vie. Peur qu'il revienne tellement blessé que mon amour ne suffise pas à panser ses plaies. J'ai vu tant d'hommes anéantis, Jeanne. Et les blessures de l'âme sont parfois bien plus profondes que celles de la chair. Reçois toute ma tendresse, la Jeanne. Embrasse ton camarade du Creusot pour moi. Coûte que coûte, continuez le combat. Je vous accompagne par la pensée. Printemps 1917. Zélie, mon amour, voici ma dernière lettre. Demain, quand viendra l'aube, je serai mort. Fusillé pour l'exemple. On te dira que j'étais un lâche, un traître, un déserteur. Tu feras la sourde oreille à tous ces mensonges, car tu sais bien que je ne suis rien de cela. Je croyais avoir tout perdu de moi dans un trou d'obus à Verdun. Mais il me restait un peu de rage cachée au fond du ventre. Et puis il y a eu le chemin des dames et toute cette boucherie. Alors ma rage s'est réveillée. Et pendant que je n'en finissais pas d'empiler les cadavres, elle a grossi. Tellement qu'elle est devenue vacarme, tellement que je ne m'entendais plus penser. Alors pour finir, j'ai gueulé. Et d'autres ont gueulé avec moi. Parce que tu vois, ma Zélie, la rage, c'est comme une maladie contagieuse. Et quand la rage finit par gueuler, ça s'appelle la rébellion. Bien sûr qu'on n'aurait pas dû. Mais 3 ans d'horreur et d'injustice, ça fait perdre la raison. Et tous autant qu'on est, on a oublié qu'on était juste de la chair à canon, et que le droit de l'ouvrir, on l'avait pas. Le voilà, notre crime. Demain, je tomberai sous les balles de ma patrie. Au moins, les boches ne m'auront pas eu. Ni bandeau sur les yeux, ni main attachée. Je tomberai debout, la tête haute, car je ne suis coupable de rien. J'ai emballé mes petits carnets. Ils te reviendront, j'ai fait le nécessaire. Je voulais te dire que j'ai combattu âprement. Et que si le courage me manquait, parfois je le puisais dans le souvenir de toi. Qui colle à ma peau bien plus que la boue des tranchées. J'emporte avec moi nos rires, nos baisers, nos bonheurs. Ils valent bien mieux qu'un dernier sacrement. Je sais que j'ai été chanceux, car tu as été mienne dans cette vie. Ton Jean. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendrons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer.
Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. 23 décembre 1918. Mathilde, me voici à Paris, et tu n'y es pas. Dès que je suis arrivée, je me suis rendue au siège de ton journal, l'Europe Nouvelle. Là-bas, on m'a dit que tu étais partie avec la patronne, Madame Louise Weiss, pour l'Angleterre. Moi qui voulais te faire une surprise. Ça n'est pas de chance. Presque 5 ans sans nous voir. Saurons-nous nous reconnaître? De cette ville dont tu me parles dans chacune de tes lettres, je n'en verrai pas grand-chose pour cette première fois. En effet, je repars dès demain pour Marseille. Là-bas, je dois prendre un bateau qui me conduira en Afrique. Au Gabon, plus précisément. Ne t'en fais surtout pas. Pour ce long voyage, je serai en compagnie du docteur James, un médecin canadien rencontré sur le front. Il a le projet de construire un hôpital à Lambaréné. Là-bas, les épidémies de dysenterie et la famine déciment les populations. Le travail ne manquera pas, comme tu peux t'en douter. Et puis, je sais désormais que ma place est auprès des défavorisés. Ce voyage arrive au bon moment. Même si je sais que je laisse derrière moi un pays dévasté qui a besoin de nous tous pour se reconstruire. Et tu vois, ma vie s'est arrêtée un jour de printemps 1917. Et il est plus que temps maintenant d'en reprendre le cours. Il me semble que loin d'ici, j'y parviendrai plus aisément. On m'a remis les carnets de Jean. Je les ouvrirai un jour. Peut-être sous le soleil d'Afrique, ou d'ailleurs. Et je raconterai notre histoire. On n'oublie jamais.